Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du cabinet d'avocats CDA. Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, avocat spécialisé en fiscalité. Et on va aujourd'hui aborder le thème des successions internationales. Alors pourquoi le choix de ce thème? Il se trouve qu'on peut décider de partir, aller vivre à l'étranger pour sa retraite, pour une activité professionnelle, pour des raisons fiscales, d'optimisation, mais on ne regarde jamais suffisamment l'incidence s'il arrive quelque chose alors qu'on décède à l'étranger. Donc, ce que je souhaite, le sujet que je vais aborder aujourd'hui devant vous, c'est aussi bien l'aspect civil qui est extrêmement important que l'aspect fiscal de la succession. Concernant donc l'aspect civil, c'est avant tout cet aspect qu'on va aller regarder. La vraie question et la seule question est de savoir quelle est la loi qui va être applicable à une succession au regard de n'importe quel droit, que ce soit du droit étranger, du droit français. Les règles applicables, elles vont dépendre en droit français de l'application d'un règlement européen qui est rentré en application le 15 août 2015. Ce règlement est extrêmement important puisqu'il scelle quasiment tous les dossiers. Il ne s'applique pas uniquement à l'Europe, il s'applique en dehors de l'Europe et on va considérer qu'on appelle ça des pays tiers. Le principe de base est que la succession, et donc la loi applicable à la succession, va être celle de la dernière résidence habituelle du défunt. Et cela pour tous ses biens, que ces biens soient en France ou à l'étranger. Donc, le principe est normalement que lorsque vous allez vivre à l'étranger, vous allez avoir le droit du pays qui va s'appliquer. Alors, c'est quoi le droit du pays? C'est tout simplement le fait que on peut avoir dans certains pays des dispositions très différentes de celles du droit français. Le droit français est extrêmement protecteur des enfants et on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas déshériter des enfants en France. Dans de nombreux pays, les parents sont libres de donner ou pas donner ou transmettre à leurs enfants. Donc, on va avoir des problématiques souvent de conflits, on en parlera tout à l'heure un peu plus bas avec la jurisprudence. Donc, on regarde la résidence habituelle. Alors, la notion de résidence habituelle peut être un peu compliquée quand on a l'habitude de vivre dans un pays comme le Portugal et puis que pour des raisons de santé, on vient se soigner quelques mois en France et qu'on décède en France. C'est plus un faisceau d'indices. Le faisceau d'indices, c'est de dire où vraiment votre famille a habité, où vous allez avoir, alors on va aller faire référence un peu à des notions fiscales aussi, quelles sont vos sources de revenus, votre patrimoine, où habitent vos enfants, est-ce que vous êtes marié, divorcé ou vit votre épouse. Donc tout ça, ça va amener à la notion de résidence habituelle et à l'application du droit. Alors là, on est dans le principe de base qui est souvent beaucoup plus compliqué. On a une première exception si le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de la dernière résidence habituelle. Dans ce cas-là, on va faire application de, de la loi du premier pays. Alors, je vais vous donner un exemple très simple et extrêmement classique. C'est le cas de l'impatrié. Il est détaché, il a un contrat pour aller 2 ans à l'étranger et puis il décède là-bas. Alors, il est vrai que il va avoir quoi comme sujet? C'est qu'il est résident du pays, mais pour autant, toutes ses attaches sont en France. Et donc, au regard des éléments, ce qu'on appelle manifestement plus étroits, on va considérer qu'on aura une succession soumise à la loi française. La problématique qui va se poser, c'est est-ce que on va pouvoir choisir le droit applicable. En réalité, lorsqu'on regarde les articles 20-22 de la loi, on voit que on est quasiment libre de choisir soit la loi française, soit la loi étrangère.
La seule chose, c'est que ce choix doit être formulé de manière vraiment explicite. Et c'est là où on a des difficultés. C'est pour ça que dans le cadre de l'accompagnement de nos clients, de plus en plus, on leur demande d'aller faire un testament où ils vont écrire noir sur blanc qui font application soit de la loi française, soit de la loi étrangère. Donc le testament sera fait à l'étranger s'ils décident de faire appliquer le droit étranger, ou en France s'ils souhaitent que le droit étranger s'applique. Donc il faut faire très attention. Alors, il ne sert à rien de faire un testament dans un pays où on ne réside pas. Je le vois dans certaines destinations, Portugal, Israël, où on a un certain nombre de notaires qui font faire sur place des testaments, alors que les personnes ne sont pas résidents ou ne résident pas de manière habituelle, en disant ben, ça gère vos biens immobiliers. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre régime va régir la totalité de votre succession et la totalité donc de vos biens. On ne parle pas encore de fiscalité, hein. On n'est pas encore sur la détermination, le fait de savoir où vous allez payer des impôts. Donc, si on doit retenir un élément principal de base, c'est l'application de la loi se fait en fonction de la dernière résidence habituelle du défunt et qu'il est beaucoup plus protecteur de faire un choix express, alors souvent après le départ, pour qu'il soit plutôt marqué en fonction d'une loi ou d'une autre. Je vous donne un exemple très rapide. Dans une succession que nous, on a à gérer, une personne qui est partie vivre à l'étranger, hors Union d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en plus, on voit que le règlement européen a une application plus large. Le dernier document connu est un testament qu'elle ait fait en France. Du coup, on se retrouve à avoir une déclaration de succession en France, alors que ses héritiers ne payent pas en France, et ne payent pas et ne vivent pas en France. Donc, on a une déclaration civile en France où on doit détailler la totalité du patrimoine mondial. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on va notamment décrire au fisc français un patrimoine que normalement, ils n'ont pas à connaître. Et après, on applique la loi fiscale pour dire je ne fais payer des droits que sur telle ou telle partie des biens immobiliers ou des biens mobiliers. Donc, voilà pour la partie du droit civil. Après, on a une certaine spécificité. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que le droit français est extrêmement protecteur, c'est la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est le fait de devoir donner un minimum d'argent à ses enfants si on veut le faire plutôt simplement. On a un arrêt de la Cour de cassation qui date de 2017, au moment où on a l'affaire Johnny Hallyday en France, qui explique que la loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n'est pas contraire à l'ordre public français. C'est quoi? C'est Maurice Jarre, vivant aux États-Unis depuis plus de 30 ans, n'ayant quasiment plus de lien avec la France, mais ayant deux enfants, dont Jean-Michel Jarre. Et ces enfants ont été déshérités au regard de la loi américaine. Et donc, ils ont demandé l'application de la loi française et notamment le droit à la réserve héréditaire. C'est très intéressant parce que, qu'est-ce que dit cet arrêt? Même s'il concerne une période antérieure au règlement européen, il dit qu'on applique la règle de la résidence habituelle, que cette personne a fait le choix du droit américain, donc on applique la totalité du droit américain. Alors bien évidemment en France, souvent lorsque on a des décisions qu'on ne comprend pas bien, on va essayer de protéger, et donc on a une loi qui est relativement récente, du 24 août 2021, concernant le droit au prélèvement, qui prévoit que si la loi étrangère ne prévoit aucun mécanisme réservataire, alors, typiquement la loi américaine, la loi israélienne, la loi permet aux enfants, dans certaines conditions, d'être allotis sur certains biens situés en France. Alors, vous voyez qu'on a quand même, on fait voter une loi, mais on n'est pas très à l'aise parce que si on prend le cas de Maurice Jarre, dont je ne connais pas le montant de la succession et ce qu'il détenait, mais s'il détenait aucun bien en France,
par définition, cette loi est inapplicable dans son cas. Donc, on essaye de créer une sorte de protection, mais la France ne peut décider que sur son territoire, elle ne peut pas imposer au regard de lois d'autres territoires. Voilà pour la partie droit civil. Donc, retenez quand même que le droit civil va permettre de dire quoi dans une déclaration, si vous la faites en France? La totalité de votre patrimoine, et après, comment on va diviser, répartir entre les enfants le patrimoine, alors les enfants ou l'épouse, en fonction de ce qui est décidé du régime matrimonial choisi en France, et comment on va répartir tout cela. Voilà sur la partie droit civil, mais qui est obligatoirement le préalable du droit fiscal. Et si vous vous trouvez dans ces situations-là, attention, c'est quand même des sujets, nous on le voit, qui ne sont pas traités par la totalité des notaires français. On va dire, même ceux qui maîtrisent totalement cet aspect-là sont plutôt peu nombreux parce qu'on mélange beaucoup de droits différents. On a des questions de conflit de droit. Donc, attention, si vous êtes dans cette situation, de bien savoir consulter le bon notaire au regard du droit civil. Et puis, on a l'application de la fiscalité. Donc, on imagine qu'on a une succession française, mais pas obligatoirement une succession française. On a des droits à payer. Alors, les droits à payer, pour savoir si les dispositions vont être applicables et on a un droit à succession en France, on va surtout regarder est-ce que la France a signé avec le pays étranger une convention internationale. Alors, il faut quand même expliquer que autant la France a signé beaucoup de conventions en matière d'impôts, autant en matière de succession, la France a signé très peu de conventions. On va dire on est sur allez, 1 sur 5. C'est-à-dire quand on a signé 5 conventions, on n'a même pas signé une convention en matière de succession. Alors, au sein de l'Europe, oui, mais ça reste quand même très exceptionnel. Donc, on ne va pas rentrer dans le cadre de la convention, puisque dans ce cas-là, on doit regarder ce qui est écrit et répartir les droits. On va donc se situer sur l'application de l'article 750 ter du Code général des impôts, qui a une application très large. D'abord, il concerne aussi bien la succession que la donation. Et il dit qu'on va être soumis et rentrer dans le champ d'application français si on a le domicile du défunt ou du donataire qui est en France. Mais on va être également dans ce champ d'application si on a le domicile fiscal de l'héritier du donataire ou du légataire. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit en France pour que tout le monde ou certains payent. Alors, si on a le défunt ou le donateur en France, tous les enfants seront concernés même s'ils vivent à l'étranger. À l'inverse, si le défunt, le donataire, n'est pas résident fiscal français, on appliquera le droit français uniquement sur le donataire, l'héritier ou le légataire qui est résident fiscal français. Alors, on soumet en pratique quoi au droit français? On va soumettre les biens meubles, c'est-à-dire les parts de société dans certaines conditions, les immeubles qui sont situés en France ou hors de France. Par exemple, lorsqu'on a le défunt, le donataire français, on va, sauf convention, prendre la totalité de son patrimoine mondial. Donc, on va considérer, on va prendre un exemple hors Europe et par exemple Israël, on va se trouver dans une situation où le défunt est résident fiscal français, il a des biens en France et en Israël. Il devra payer des droits en France sur la totalité de son patrimoine mobilier et immobilier français et israélien. Alors, et ne pensez pas, puisqu'on me pose souvent la question, tiens, la France ne va pas être informée.
En réalité, au regard des dispositions qu'on a vues avant du droit civil, tout se sait partout et très rapidement. Donc, on voit que sont soumis au droit les biens meubles. Donc, on a parlé des sociétés, on a parlé des biens immobiliers. Se pose une question sur les valeurs mobilières et notamment les liquidités. On est plutôt aujourd'hui sur l'application et l'imposition des liquidités en France. Donc, on va regarder vraiment en détail. Et puis, il y a un élément qui est quand même important parce que c'est une exception. On va regarder si l'héritier a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années une résidence fiscale française. Si l'héritier n'est pas rentré dans cette condition-là, il n'aura pas à payer de droits en France. Alors, c'est quoi ça représente quoi? Ça veut dire, c'est plutôt, on est dans le cas où on a des personnes qui sont venues vivre en France et qui sont étrangers et qui héritent sans qu'il n'y ait de convention fiscale avec la France. Alors, on ne va pas parler du droit étranger qui aurait le droit éventuellement de retenir des droits de succession, mais en tout cas, le droit français ne pourrait pas être applicable. Donc, on voit une mécanique qui amène quand même, en dehors de l'application pure d'une convention fiscale, qui amène très fréquemment à une imposition française. Et lorsqu'on sait, on connaît le montant des droits en France, puisqu'on est quasiment recordman de l'OCDE, puisqu'on peut monter jusqu'à 45%, je vous conseille d'aborder ce sujet un peu en avance et d'organiser petit à petit une transmission. Alors attention, lorsqu'on organise une transmission, en France, on a souvent l'habitude d'utiliser la notion d'usufruit et de nue-propriété. Ce sont des notions de droit romain qui ne sont pas connues dans le monde anglo-saxon. Donc, attention, lorsqu'on procède à une donation, par exemple, en France, de la nue-propriété au bénéfice d'un enfant qui vit à l'étranger sous un régime plutôt anglo-saxon, bien vérifier l'applicabilité parce que on pourrait considérer qu'au moment où la donation est faite, il va avoir un paiement en France, mais qu'au moment du décès, puisqu'on ne considère pas la nue-propriété, dans le pays où la personne se trouve, elle serait amenée à payer des droits de succession. Et donc, il y a une double imposition. Donc, il y a dans certains cas les donations qui sont déconseillées, pas interdites, parce que par définition, entre les deux pays, il n'y a pas d'intervention, mais qui sont déconseillées parce qu'elles sont fiscalement extrêmement maladroites. Donc, voilà sur notre webinaire de ce matin. Je me tiens à votre disposition puisqu'on est sur des cas très particuliers en matière de succession internationale. J'espère que vous avez compris tous les tenants et les aboutissants. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.